Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre rendez-vous quotidien fait de musique et de conversation avec aujourd'hui en bonus du mouvement de type impressionnant et gracieux. Un danseur étoile du Ballet de l'Opéra National de Paris me fait face, l'étoile en question étant, et selon la définition, un corps céleste qui rayonne sa propre lumière. Ça éblouit et ça fait pleurer. Ouais. Sensation déjà éprouvée en l'ayant vu danser, une émotion incontrôlable. En voici une autre, la peur, avec le cœur qui bat trop fort en le voyant exécuter un passage virevoltant et virtuose sur un catwalk trempé lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Un moment d'apnée, j'imagine, partagé. Ce sera là notre seul point commun. J'ai l'immense plaisir d'accueillir le stupéfiant Germain Louvet. Bonjour. Bonjour. Les actualités sont multiples, le planning chargé. La plus immédiate, c'est Onegin, ballet de John Cranko d'après Pouchkine, sur une musique de Tchaïkovski. Tu joues le rôle-titre au Palais Garnier. Ce sera les 24, 26 et 28 février. Avant d'y revenir, un mot de ce moment, de ce 26 juillet. Est-ce que tu comprends le fait que... Moi, j'ai eu peur, en fait, pour toi. Au-delà de la beauté de l'instant, du spectacle qui était fantastique, en te voyant t'avancer avec autant d'allant sur un podium littéralement trempé, je me suis dit... Oui, il y avait des flaques. Ouais. En fait, c'est drôle parce que je pense que... on aurait voulu mettre en scène quelque chose de plus effrayant et un peu chaotique. Je pense qu'on n'aurait pas réussi à faire aussi bien. Alors qu'en vérité, moi, évidemment, quand on attendait sous la pluie avec nos parapluies, c'était un peu ça va être un flop. Et en fait, on est arrivé sur le catwalk et moi, tout de suite, j'ai vérifié. Il y avait une bande de moquette rouge, comme un tapis rouge au milieu du catwalk. Et cette bande de moquette mouillée, elle n'était pas du tout plus glissante que sèche et même presque plus adhérente. Donc en fait, je me suis dit, ok, c'est bon, à condition que je ne déborde pas de ce mètre. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que le cerveau a le temps d'anticiper ça quand même. C'est-à-dire que dans le moment qui, j'imagine, devait être un truc en plus de pression phénoménale vu l'événement. Ouais, en fait, la pression était mélangée avec le fait que les conditions étaient tellement inattendues et franchement qui nous permettaient pas, en tout cas, d'imaginer pouvoir faire exactement ce qu'on avait prévu, que moi, j'étais même plus stressé. J'étais show must go on. C'était vraiment à l'arrache. Et c'est ça, je pense, qui fait que à la fin, on s'est tous donné avec nos tripes et franchement, on se marrait pendant la session où on dansait. C'était assez chouette justement de voir que nous on avait l'impression déjà d'être juste entre nous, on n'avait aucune conscience, on voyait les caméras, mais faut imaginer qu'on est sur une passerelle au milieu de la scène avec le public le plus proche quand même à peut-être 150 mètres au mieux, sous des trompes d'eau et sous des capes de pluie, etc. Donc on est distingué quand même difficilement. La musique, on l'entendait très peu en dehors des oreillettes qu'on avait nous pour évidemment suivre un petit peu ce qui se passait et du coup on avait l'impression d'être complètement seul au monde, quoi, dans notre petite bulle sous la pluie. Et du coup, c'est devenu cette petite demi-heure de spectacle entre nous est devenue un moment sympathique où on s'amusait à presque à s'éclabousser, quoi, avec les flactos. Un moment légendaire, selon l'expression consacrée. C'est le mot que j'emploierais. Je le dis. Il y a une question rituelle dans cette émission. En dehors de ta pratique, que j'imagine quotidienne de la danse, quel est ton rapport à la musique dans la vie de tous les jours ? Comment est-ce qu'elle t'accompagne ? Alors, mon rapport à la musique, déjà, il est en effet, il est quotidien. Hein, il est vraiment tous les jours présent pour moi parce que, en fait, j'ai réfléchi et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer, mais nous avons, les danseurs, notamment de l'Opéra de Paris, le privilège immense d'avoir des musiciens, musiciennes, des pianistes notamment, qui nous accompagnent, qui jouent de la musique tous les jours avec nous, que ce soit pour les exercices du matin, au cours du matin, puis ensuite lorsqu'on répète l'après-midi. Donc en fait, tous les jours, je passe à peu près 3 heures par jour à entendre de la musique live. C'est quand même assez cool. Même assez chouette, ouais. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que ce rapport à la musique, il est tellement omniprésent depuis tellement longtemps et tellement quotidien qu'il y a quelque chose de presque inconscient et de presque non...
comment dire, c'est comme l'air qu'on respire, on n'y réfléchit pas, c'est là quoi. Et donc cette musique, elle est là, elle est présente et ça devient presque comme de l'ordre du réflexe moteur. La musique est là, donc je danse, donc je suis. Non, je veux dire, à un moment donné, voilà, on se met naturellement en mouvement avec. Et après, évidemment, on va vraiment écouter et faire corps avec la musique quand il s'agit de préparer un ballet et de se mettre en symbiose avec nos partenaires et avec la musique pour trouver le geste juste. Enfin, il n'y a pas de geste juste, mais en tout cas, notre geste juste et pour trouver comment l'émotion elle peut se transmettre en symbiose avec tout ça. On parle maintenant d'Onegin, ce sera au Palais Garnier les 24, 26, 28 février. C'est du chorégraphe sud-africain John Cranko. Les forces en présence sont le poète Lenski, sa douce fiancée Olga, la sœur de celle-ci, Tatiana, qui est amoureuse d'un dandy qui la rejette, Onegin, que tu incarnes. Et ce dernier va comprendre, mais un peu tard, quand elle a épousé le prince Grémine, qu'il est passé à côté de sa vie. Une œuvre à la fois sur la jeunesse et ses passions, les occasions perdues. Une question y est posée. Y a-t-il un meilleur moment pour l'amour que l'instant présent ? Un spectacle, qui plus est un ballet, pour raconter le présent, l'instant et son importance. C'est pas le meilleur des supports ? Ah si, déjà la partition de Tchaïkovski qui l'accompagne, qui est tirée de l'opéra. En effet, l'omniprésence de la littérature russe à travers les vers de Pouchkine et puis la patte plus moderne de John Cranko qui a chorégraphié ce ballet en 65, merci. J'allais galérer. Non, je savais que c'était entre 65 et 68, mais donc vraiment, oui, il y a tous les ingrédients pour en faire un drame à la fois intemporel et en même temps éminemment c'est quand même, on est en costume d'époque, il y a quand même quelque chose de très agréable à se plonger dans ce 19e siècle mondain, russe. Il y a quelque chose d'un peu presque d'exotique et pourtant, en effet, ça parle de relations humaines tout à fait justes et tout à fait modernes. La relation justement d'amitié entre Onegin et Lenski, moi je la trouve très intéressante. D'autant plus que c'est vrai que j'ai fait Lenski plusieurs fois. Là, c'est la première fois que je fais le rôle titre. Voilà. Donc du coup, j'ai eu l'occasion d'être de l'autre côté. Et c'est une relation qui est magnifique parce que c'est une vraie relation d'amitié. Et en même temps, les deux protagonistes sont en fait un peu l'antithèse de l'un de l'autre. Il y a l'idéaliste qui prend l'instant présent, qui vit son amour passionnément avec Olga, qui écrit de la poésie sans se poser de questions. Et d'autre côté, il y a le cynique Onegin, snob, qui prend sa poésie pour de la littérature de bas étage, et qui s'amuse de cette amourette entre Olga et Lenski. En fait, c'est exactement cet amour-là qu'il envie à la fin. Et c'est ça qui va le faire se disputer avec Lenski et qui va faire que Lenski va provoquer Onegin en duel et la mort de Lenski va s'en suivre. Comment est-ce qu'on met de soi, c'est-à-dire le soi d'un jeune homme de 2025, dans un ballet justement chorégraphié en 65, inspiré de la littérature du 19e ? Le thème est très actuel, c'est pas qu'il est très actuel, mais c'est un thème éternel. Mais de fait, comment est-ce qu'on arrive à mettre de soi et, je ne vais pas dire de la modernité, parce qu'il n'y a pas de classicisme forcément. Mais la modernité, la contemporanéité, si je puis dire, c'est en fait déjà nous, notre corps, nos mécanismes personnels d'interprétation qui vont rentrer en jeu et qui vont venir être perméables avec la personne que l'on est dans la vie aussi. Et c'est ça qu'il ne faut jamais essayer de brider ou jamais essayer de cacher au public. De toute façon, c'est là. Même si on souhaitait le cacher, ça se verrait. Je pense que là, dans Onegin, moi, mon challenge, et ce qui est très délicat, c'est que il s'agit c'est une des premières fois que j'éprouve le plus de difficulté à exprimer quelque chose sans les mots. C'est-à-dire qu'il faut montrer un personnage qui est quand même charmant. Tatiana tombe amoureuse de lui, donc c'est quand même pas un monstre. Et pour autant, absolument cynique et froid. Et il faut montrer tout ça en marchant. En faisant un geste de la main, en posant un regard sur Tatiana par exemple, ou sur son ami, ou dans la rêverie. Et c'est très très compliqué et délicat de passer en plus, de montrer un petit peu d'intérêt envers elle, et puis une seconde après de faire comprendre au public que c'est un intérêt un peu feinté et qu'en fait il en a absolument rien à foutre. Ce qu'on appellerait aujourd'hui un pervers narcissique en quelque sorte. Ah mais c'est complètement ça. Oui, bien sûr. Donc gare à
vous les pervers narcissiques, regardez la fin du ballet, vous Ouais, verrez c'est ce ça. qui vous attend. C'est une exploration très particulière d'une certaine notion, d'une certaine vision de la masculinité. Mais je dois dire, j'ajoute juste, c'est assez jouissif quand même de jouer j'imagine. les bad guys. Bah oui, j'imagine. Le romantisme et oh là là, si j'arrive à dire le mot correctement, ce sera mieux. Le romantisme et le mouvement, ça se conjugue facilement. Parce que dans l'idée, quand on connaît, si on n'est pas forcément des spécialistes de la danse, on se dit que c'est forcément les élans les plus spectaculaires ou les plus simples à exprimer. Mais est-ce que c'est le cas ? Le romantisme en tant que, comment dire, le rapport, le langage de l'amour, le dialogue de l'amour, ou à l'époque Les deux, mon capitaine. Merci. De rien. Non, mais c'est un plaisir. En fait, je pense que d'ailleurs, c'est assez drôle parce que ça se rejoint l'époque romantique dans le ballet et dans la musique. C'est des périodes où en fait, on va justement laisser s'exprimer les passions et les émotions à travers une frange plus large de répertoire, que ce soit dans la musique, on va aller explorer un peu plus loin les harmonies, on va sortir un petit peu des normes, des structures du classicisme, et puis dans la danse, on va aussi s'affranchir un petit peu des codes du baroque et voilà, des ballets et des ballets classiques tels que Gisèle, la Sylphide, etc. Donc, ceci étant dit... j'ai posé deux questions en une en même temps, donc c'est normal qu'il y ait une démonstration. Oui, en fait, moi je vais parler vraiment de la manière dont moi j'aborde la chose. Le romantisme dans Onegin, par exemple, il est rendu possible et évident plus à travers les regards et les intentions qu'à travers la chorégraphie. Donc la chorégraphie, elle m'est donnée par le chorégraphe et les personnes qui sont là pour s'assurer qu'on perpétue la chorégraphie. Mais tout le monde s'accorde à laisser à l'interprète une certaine forme de liberté dans cette manière d'exécuter la chorégraphie et notamment de lui donner un sens. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut constamment répéter et se répéter à soi-même. On n'est pas prisonnier de la technique, on est là pour danser. La danse, c'est quelqu'un qui bouge et qui le fait avec ses émotions, qu'il soit triste, qu'il soit heureux. Alors dans la vie de tous les jours, c'est plutôt les gens heureux qui dansent. Mais nous, on est là aussi pour aller explorer ce que c'est que d'exprimer des choses plus troubles et plus complexes à travers le mouvement. Donc voilà, pour moi, c'est simplement trouver en fait à travers la chorégraphie comment ce geste va avoir un sens avec la volonté que j'y mets derrière et l'intention. Et c'est là où le langage c'est là où c'est difficile d'être privé de langage, mais à la fin, c'est ça qui rend encore plus libre et encore plus fort la danse. C'est qu'une fois qu'on a réfléchi justement à comment dire les choses, on va trouver plein de petites astuces. Parfois, il y en a qui ne marchent pas. C'est là aussi le rôle des répétiteurs, des maîtres de ballet, des personnes qui sont là pour nous regarder. Nous dire, là, on n'a pas compris ce que tu voulais dire. Voilà. Je pense que c'est un peu... Je sais pas si j'ai très bien répondu, mais... Si. Enfin, en tout cas, moi, je crois avoir compris, j'espère. Je suis pas sûr moi-même d'avoir compris. Donc... On poursuit la conversation dans un instant. À suivre Justice avec Dance. Évidemment, ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Justice sur Nova avec Dance, et ce n'est en aucun cas une injonction adressée à Germain Louvet. Je ne me permettrai pas, comme ça en studio, d'un seul coup, allez, hop, on danse. Il faut me payer très très cher. Ouais, puis j'aurais surtout peur que tu dises toi d'abord, et là, non, jamais, à aucun moment. On parlait d'Onegin, donc je rappelle les dates, ce sera au Palais Garnier, 24, 26, 28 février, du chorégraphe sud-africain John Crenco. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe d'alternance ? Parce que tu ne joues pas ne danses pas tout le temps. Oui, et heureusement, parce que sinon, déjà, peut-être le public en aurait marre, et puis surtout, moi, je serais très fatigué. Alors, justement, le principe d'alternance, c'est que la troupe de l'Opéra de Paris, on est 154 danseurs et danseuses, et on est actuellement, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais 16 ou 17 danseurs et danseuses étoiles. Et donc, en fait, on se partage tous ensemble les spectacles de la production et de la programmation de l'Opéra de Paris. Et donc, il faut savoir qu'il peut y avoir plusieurs productions en même temps. Il peut y en avoir une à l'Opéra Garnier, une à l'Opéra Bastille, ou alors une dans un des opéras à Paris et une en tournée. Parfois, il y en a même 3 en même temps. Enfin bon, bref, c'est un peu complexe. Et ça, c'est vrai que c'est pas trop mon sujet. Mais en tout cas, sur Onegin, par exemple, il y a 5 distributions. Donc, il y a 5 couples, enfin même... quatuor de solistes qui s'alternent et qui du coup permettent à la fois
pour nous de toucher peut-être à plus de rôles et puis aussi pour le public d'avoir, pour ceux qui sont vraiment passionnés et qui souhaiteraient revenir plusieurs fois pour voir différentes versions du ballet. Mais c'est pas comme à la Comédie Française où tu peux avoir, selon le principe d'alternance, 2 pièces dans la même journée avec 2 rôles différents. Non, alors ça, c'est vrai que non, ça arrive jamais. Je crois même pas que j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu 2 ballets dans la même journée, même sans avoir les mêmes danseurs. En revanche, ce qui peut arriver, c'est de répéter plusieurs ballets en même temps et d'en danser un autre le soir. Ça m'est arrivé de répéter 2 ou 3 ballets dans l'après-midi. Il faut une certaine gymnastique d'esprit et le soir d'en danser encore un autre. C'est pas évident. Avec parfois genre un siècle d'écart de création. Très bien. Voilà. C'est un cerveau qui est formé autrement, on va dire. Donc là, on parlait de Onegin, mais est-ce que ça veut dire que tu es déjà potentiellement en train de répéter pour Appartement de Mats Ek? Ce sera toujours au Palais Garnier, mais c'est toi du 27 mars au 18 avril. Eh bien, je répète à partir du 10 février, en effet, Appartement de Mats Ek. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, mes dates d'Onegin sont à partir du 24 février. Donc oui, j'aurai pendant 15 jours la cohabitation de 2 univers totalement différents. Oui, parce que là, c'est un spectacle qui est constitué de séquences qui racontent les rapports qu'on entretient avec des objets du quotidien, des variations autour de la solitude sur une musique du Flesch Quartet. C'est quoi les enjeux d'une pièce plus contemporaine pour toi ? Je pense que les enjeux de n'importe quelle pièce, qu'elle soit classique ou contemporaine, sont toujours d'interroger leur temps, de nous interroger. Nous, les spectateurs, et nous aussi, les artistes. Je pense que c'est la première fonction même d'une œuvre d'art à la base, de poser la question qui sommes-nous, que faisons-nous ensemble et vers où on va. Voilà, et cette interrogation, elle passe évidemment par le langage qu'elle emploie. Elle passe par la question évidemment de l'histoire de l'art et de où on se situe par rapport à l'évolution des différents courants et la compréhension de ce qui fait qu'aujourd'hui on va s'exprimer de cette manière-là. Et c'est en ça que finalement classique et contemporain, en fait, si on va vraiment pousser au bout, se mélange, d'autant plus dans le spectacle vivant, puisqu'en fait, qu'est-ce qui est contemporain si ce n'est des gens vivants qui sont là et qui interprètent à ce moment-là. Ouais, bien sûr. Même des pièces qui ont été créées il y a 300 ans, 150 ans, etc. Bon, ça voilà, c'est un peu ma réponse rapide, mais c'est vrai que là, pour Appartement, par exemple, je pense que c'est un chorégraphe qui est empreint de toute de sa culture. Lui, il est scandinave et il a vraiment, je pense, questionner déjà la place des hommes et des femmes, et d'ailleurs on le voit dans Appartement, et puis la question de la famille, du foyer, de la solitude, voilà, c'est des questions qui sont employées, et c'est vrai que c'est des questions qu'on se posait peut-être pas il y a 100 ans, et donc c'est pas forcément des sujets qui étaient traités dans des ballets qui ne sont pas contemporains. Voilà, par exemple. Très bien, toujours en compagnie de Germain Louvet. On poursuit la conversation dans un instant. J'ai pour le 3e titre choisi un danseur que personnellement je trouve exceptionnel, mais on en parlera après, Justin Timberlake avec Rock Your Body. Le score sur Radio Nova. Nova. J'ai été extrêmement péremptoire en annonçant que Justin Timberlake était un excellent danseur. Je vais prendre l'avis d'un expert, en l'occurrence Germain Louvet. Moi, je suis danseuse de boîte de nuit, donc mais je fais pas de distinction, pas de problème. Ouais. Oui, Justin Timberlake, des souvenirs que j'ai de lui qui danse, il danse bien, oui, bien sûr. Je crois que t'es plus John Travolta, si je ne m'abuse. C'est vrai. John Travolta, excellent danseur, meilleur que Justin Timberlake. Désolé Justin, mais bon, faut pas charrier quoi. On parlait des différents ballets que tu vas jouer, et il y a dans les interviews une phrase que j'ai vue revenir assez souvent dans ta bouche, qui est « Le beau pour le beau ne m'intéresse que peu ». Si le beau suscite déjà ne serait-ce qu'une émotion, est-ce que c'est gagné quand on danse, ou est-ce qu'il y a forcément une intention, un propos à défendre ? Je pense que, en fait, c'est pas tant la question du beau que la question du regard. À partir du moment où le regard est posé sur quelque chose qui n'est pas juste fonctionnel, sur quelque chose qui a d'autres aspirations, des aspirations notamment esthétiques, pour commencer, puisque le beau souvent est plutôt de l'ordre de l'esthétique, on avance déjà vers quelque chose qui nous élève en tant qu'être humain, et donc par là, qui va nous permettre
pourquoi pas de procurer une émotion. Parfois, le beau, le sublime provoque une émotion de béatitude, finalement, on se sent raccord avec soi-même. Enfin, il y a quelque chose de très profond, de très personnel. Mais je pense que chercher uniquement le beau comme propos, ou plutôt justifier une pièce et une chorégraphie en disant « elle est légitime parce qu'elle est belle », je pense personnellement que c'est pas suffisant. Je pense qu'on doit et on se doit d'aller un petit peu plus loin que ça. Et je pense qu'il y a des artistes qui ont fait des choses qui, notamment dans des sociétés où ils avaient moins de liberté, ont fait des choses qui étaient très belles. Mais je pense que l'émotion qui en est ressortie finalement n'est pas juste qu'on a trouvé ça joli. Il y a des artistes qui, sans le savoir, ont créé des révolutions. On crée des sentiments d'appartenance à un groupe, on transcendait la question, la condition humaine, la question sociale, la question de la mort. Enfin, voilà, je pense qu'il y a toujours quelque chose qui va plus loin que la complaisance, la satisfaction de voir quelque chose qui semble cohérent avec ses critères esthétiques de beauté. T'insistes beaucoup sur l'importance du collectif. C'est quoi un bon ou une bonne partenaire ? C'est quelqu'un qu'on va comprendre et qui va nous comprendre, je pense surtout. Là, tu parles d'un partenaire ou d'une partenaire de danse, de danse, oui, bien sûr. De pas de deux. Je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, c'est difficile. Je trouve pas qu'il y ait de mauvais partenaires de danse. Je pense que la question, elle est surtout, est-ce qu'on va arriver à se comprendre et à se comprendre à travers le mouvement suffisamment pour pouvoir se sentir libre d'être l'un et l'autre qui l'on est ou qui l'on veut être. Voilà, pour moi, c'est surtout ça la question. Parfois, il y a des moments où on est un peu moins disponible, des moments de la vie où on est un petit peu... on a des problèmes, on a des angoisses, des choses à résoudre, et à ce moment-là, on se rend un peu moins disponible. Et donc, je pense qu'on est peut-être un petit peu moins bon partenaire, ouais. Mais je trouve pas que... la question, elle est... En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il m'arrive de danser avec des personnes que je connais très très bien, qui sont des très bons amis, et qui peuvent parfois présenter des petits challenges, parce qu'en plus, quand tu te connais bien, tu peux pas... tu n'as pas envie de te permettre de dire des choses blessantes, etc. Donc il faut... c'est une relation, c'est une vraie relation de couple. Et parfois, ça m'est arrivé aussi de danser avec des gens que je connais pas du tout, voire avec qui j'ai pas la même langue, donc on se comprend vraiment pas. Et en fait, la compréhension, elle passe complètement ailleurs, et c'est très très intéressant aussi. Mais je pose la question aussi sur l'esprit de troupe, parce que c'est vrai que dans les représentations qu'on en a, dans les fictions notamment, fiction sur la danse, de Black Swan à Flashdance en passant par le redoutable Showgirls de Verhoeven, il y a toujours un personnage, mais il y a toujours un personnage d'ambitieux ou d'ambitieuse soliste. C'est un mythe, ça, en fait. Non, c'est pas un mythe. Je pense que l'ambition, elle est très présente, dans le milieu de la danse. Je sais pas si elle est plus présente dans le milieu de la danse que dans un autre milieu comme artistique. dans tous les milieux d'excellence, j'imagine. Oui, je pense. En revanche, en effet, il y a cette question d'appartenance à une troupe qui, pour moi, est spécifique au ballet. Et qui peut être aussi spécifique au chœur ou aux musiciens, à la musique. Mais en tout cas, nous, le ballet, on ne fonctionne quasiment que en troupe. Et un soliste n'existe que parce qu'il est entouré d'une troupe qui danse avec lui et qui lui répond. Et enfin, voilà, c'est un dialogue. Donc, moi, en fait, la question du collectif, je me la suis posée plus à travers mes expériences personnelles, où, en fait, quand j'ai commencé un petit peu à réfléchir à pourquoi j'étais arrivé là, parce que quand on est danseur, en fait, ça commence tôt, très jeune. À ce moment-là, on ne sait pas vraiment exactement ce qu'on veut. On aime la danse, on aime danser, puis ça nous emmène d'étape en étape à aller plus loin. Et je me suis rendu compte un des fils conducteurs, ce qui m'avait tenu vraiment depuis le début, depuis que j'ai 4 ans que j'ai commencé la danse, à aujourd'hui j'en ai 31, c'est le fait de faire partie d'un groupe. Et moi, ce que j'ai profondément aimé quand j'étais petit et quand j'étais plus jeune, c'était que c'était une activité collective, la danse. On n'est pas sur un vélo, j'ai des frères qui sont cyclistes, on n'est pas... D'excellence également. Oui, bien sûr, complètement, et c'est encore une autre histoire, c'est 1000 fois plus difficile que la danse, je peux vous dire. Mais bon, bref, peu importe. En tout cas, et je suis pas, par exemple, en tennis, on est seul face à son compétiteur. Nous, on est en groupe, voilà, tout le temps.
on est en cours de danse, on est en groupe. On apprend un ballet, un corps de ballet, on est en groupe. Il y a, à partir du moment où on est soliste, on est un peu plus seul parce qu'on est seul dans le studio pour les parties solo, qu'on travaille, qu'on répète, etc. Ouais. Mais on finit par réintégrer le groupe à partir du moment où on va répéter ensemble pour la pièce globale et sur scène. Donc voilà, c'est une activité de groupe et c'est ça, moi, qui m'a toujours plu. Germain, tu as publié il y a 3 ans ton autobiographie chez Fayard, qui est désormais dispo en poche, Des choses qui se dansent. Et moi, j'ai le souvenir d'un livre qui était traversé parce que je vais appeler maladroitement le syndrome de l'imposteur. J'ai des vrais souvenirs de récits qui donnaient l'impression que ce qui t'était arrivé était presque de l'ordre de l'accident, alors que c'est évidemment pas le cas. Est-ce que ce syndrome est toujours là ? Si toutefois le terme est... Oui, non, oui, je force est de constater que le terme est juste parce que je pense que l'écriture, c'est une forme de thérapie, de psychanalyse, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours... c'est une espèce d'angoisse profonde qui m'a toujours traversée. Pourquoi moi ? Mais est-ce que les gens m'ont vraiment bien vu danser ? Est-ce que... Bon, voilà. Oui, Ouais. c'est vrai. Moi, j'avoue, j'ai fonctionné comme ça. C'est pas de la fausse modestie. Je suis très, très au courant aussi de mes qualités. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, oui, il a fallu quand même que je me pose et que j'accepte que non, je ne suis pas un imposteur. J'ai travaillé pour arriver là où je oui. suis. Et depuis longtemps ? Et depuis longtemps. Et puis, j'ai correspondu... Enfin, j'ai su saisir les opportunités. Mais c'est vrai que ça a été... Enfin, c'est quelque chose qui est assez présent dans ma psychologie, dans ma manière de fonctionner. C'est vrai qu'aussi, j'en parlais tout à l'heure, mais la danse, c'est quelque chose où c'est une des rares passions ou activités qu'à partir du moment où tu vas en faire quelque chose de ta vie professionnellement, il faut déjà avoir commencé. Donc, si t'en as jamais fait et qu'à 15 ans, tu te dis « je veux être danseur classique », c'est quasiment trop tard. Ouais. C'est pas trop tard, il y a des moyens d'y arriver, il y en a qui y arrivent, mais c'est très difficile. Mais c'est surtout une pratique qui est très exclusive. C'est-à-dire que j'imagine que quand on commence, comme c'est ton cas, la danse à 4 ans, ça laisse pas beaucoup de place pour d'autres activités autour. Oui, complètement. Ouais. Oui, c'est vrai que, surtout si on se spécialise, Ouais. surtout si on se met à vraiment à vouloir en faire quelque chose. La danse classique, c'est une activité qui est à la fois genre passionnante, géniale, et moi je recommande à tout le monde de faire la danse classique parce que c'est vraiment, faut s'enlever tout l'imaginaire collectif qu'il y a autour du prof difficile, et d'ailleurs s'il y a des profs qui m'entendent, ne soyez pas la caricature des profs de danse classique méchants parce que ça fait beaucoup de mal. Et c'est vraiment un truc génial, la danse classique, on se sent bien, on essaie de se sentir beau, etc. Mais parfois c'est aussi assez ingrat. Pour obtenir la forme qu'on souhaite obtenir, il faut beaucoup travailler. Comme la musique classique, comme le violon. C'est-à-dire que tu penses que c'est une activité qui est faite, sans parler de viser l'excellence ou d'en faire quelque chose ou d'en faire sa vie, tu penses que c'est vraiment une pratique qui est faite pour tous ? Et je ne parle pas que pour moi qui ai la souplesse d'une brique et un rapport à l'autorité qui est quand même assez... Moi, je pense vraiment que c'est fait pour tout le monde. La danse classique, je pense que l'autorité, elle est pas, inhérente à la pratique de la danse. On n'a pas l'autorité, besoin... la discipline peut-être plus. Voilà, oui. La discipline, oui. Mais je pense qu'en tout cas... En fait, il ne faut pas prendre... Moi, c'est ça qui est important pour moi. Il ne faut pas prendre, en tant qu'amateur en tout cas, en tant que quelqu'un qui veut faire des cours de danse classique pour le plaisir et non pour un objectif professionnel. Il ne faut pas prendre la danse classique comme une volonté de ressembler à quelque chose. Il faut le prendre comme quelque chose qui va nous faire... comme une projection de soi-même. On va utiliser le mouvement et la discipline et la volonté, la rigueur d'aller jusqu'à ce mouvement, ça va être une forme de plaisir dans le travail. Et ça en devient vraiment ingrat et difficile à partir du moment où le seul objectif, la seule volonté, c'est le résultat esthétique. Et où là, c'est difficile, il faut beaucoup travailler. Mais je pense que la sensation intérieure, elle est très agréable. Je pense que, par exemple, je ne suis pas musicien et je n'ai pas beaucoup de musiciens autour de moi dans mes proches, mais le violon, par exemple, il faut en faire pas mal avant que ça sonne... Un peu. Que ce soit pas dissonant. Ouais, bien sûr. Je pense que la danse classique, il faut en faire pas mal pour que ça rende quelque chose, mais par contre, il suffit d'un cours pour déjà sentir ce que c'est le mouvement, les positions, etc. Bon, voilà, c'est mon point de vue, mais... Non, mais tu es assez bien placé pour en parler. La danse, c'est une discipline, un métier. Est-ce qu'il t'est encore possible de danser par pur plaisir en soirée, seul chez toi, comme nous tous, en quelque sorte ? Oui, bien sûr. Oui. Moi, le plaisir de danser, il me traverse depuis que je suis tout petit. Et je me rends compte quand même qu'avec le temps, j'avoue que j'aime mettre mon corps de côté aussi, en repos.
Et c'est vrai qu'en soirée, il faut vraiment un contexte venant de moi et venant de la soirée qui soit propice à ce que je me lâche et que j'ai envie de danser. J'ai quand même tendance à apprécier le calme. Non, mais je peux aimer être en soirée, mais en fait, non, mais surtout, il y a une réalité. J'adore regarder les autres danser. Quand je vais en soirée, je prends beaucoup plus de plaisir à m'asseoir et à regarder les autres danser qu'à aller danser. Avec cette capacité qu'ont pas mal de gens qui en ont fait profession à être émerveillés par des gens un peu maladroits quand ils se déplacent, à partir du moment où ils y mettent de la conviction. Ouais, en fait, moi, ce que je trouve beau, c'est de retoucher à ce que c'est que avoir envie et aimer danser. Et en fait, justement, la maladresse, c'est qu'une question de forme. C'est pas une question de volonté. Et c'est ça qui est très beau. Il y a des chorégraphes qui ont travaillé sur... je veux dire, aujourd'hui, il y a des chorégraphies contemporaines d'aujourd'hui qui, il y a 50 ans, pouvaient passer pour quelqu'un de très gauche qui essaye de danser. Mais en fait, c'est là où on revient à la question du beau et de ce que ça veut dire. Je trouve que moi, ce qui me touche le plus, c'est la volonté. J'éprouve beaucoup d'émotions, oui, à voir quelqu'un qui se donne, qui aime, qui prend du plaisir, qui va vivre son émotion à travers le mouvement. Toujours en compagnie de Germain Louvet. Et alors, dans cette dernière partie d'interview, je voudrais te faire écouter un extrait de bande-annonce que je qualifierais de vintage. Bientôt, après 5 ans de préparation et 1 an de tournage à travers le monde, les uns et les autres, 120 comédiens, 200 danseurs, 10 000 figurants et 3 heures de spectacle pour rire et pleurer, des petits et des grands moments, des uns et des autres. Une histoire vraie qui se déroule de 1936 à nos jours. Conçu et filmé par Claude Lelouch, à partir de la mémoire des uns et des autres. Vintage, j'ai dit. Je crois que c'est Francis Huster, de toute évidence, cette voix off. Et je crois que ce film de Lelouch a eu une importance pour toi. Tout à fait. C'est rien que d'entendre ce qu'on a entendu, ça me fait quelque chose. En fait, c'est marrant parce que c'est un film que j'ai vu quand j'étais petit, peut-être vers 10 ans, parce que c'est un film que mes parents aimaient bien et que on a regardé ensemble. Et c'est vrai que je dirais pas que... Je suis pas devenu danseur parce que j'ai vu ce film ou quoi, mais ça a vraiment une résonance pour moi, cet amour de la musique qui transperce les temps, les périodes. En fait, je sais pas trop quoi dire. C'est vraiment un film que j'ai aimé, que j'aime toujours dès que j'entends Nicole Croisille mais même le boléro. Je veux dire, moi j'ai eu l'énorme chance de pouvoir le danser il y a pas très longtemps et en fait je suis complètement ça m'a complètement bouleversé de désir de danser. Mais le boléro, ça faisait longtemps que tu rêvais de... Oui, mais notamment grâce à ce film, grâce à ce film. Ouais. C'est vraiment... dans le film, il y a Georges Donne qui interprète une figure librement inspirée de Rodolphe Nureyev et qui fait le boléro, qui danse le boléro, notamment au tout début du film et à la fin, sans vouloir spoiler. Et d'ailleurs, Claude Lelouch a quand même eu, ce que je considère comme l'intelligence de garder quasiment la globalité de la pièce chorégraphique. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu ça m'a transcendé, quoi. En 2022, on t'a vu dans le rôle de Jean-Philippe, car oui, tel était ton prénom, dans Encore de Cédric Clapiche. Le cinéma, j'imagine que ça pourrait être une option possible, puisque quand tu montes sur scène, oui, il y a la technique, mais il y a aussi une énorme part d'interprétation. Est-ce que c'est un art qui t'intéresse aussi ? Complètement, c'est quelque chose vers lequel je me sentirais tout à fait enclin de me diriger. Mais c'est pas forcément le cinéma à part entière, mais plus le théâtre en général. Ouais. C'est-à-dire le fait de jouer, le fait d'utiliser la voix, évidemment, et puis de pouvoir profiter justement de tout ce que j'ai pu emmagasiner comme expérience de la scène et expérience de l'interprétation pour pouvoir m'en servir d'une autre manière, apprendre à m'en servir d'une autre manière. Je suis pas... il me faudrait travailler pour ça. Et c'est vraiment quelque chose vers lequel je vais me tourner. C'est même pas je veux me tourner, je pense que vraiment je vais m'y diriger. Et le cinéma, évidemment, pourquoi pas. Moi, je suis très cinéphile, j'aime beaucoup le cinéma. C'est peut-être aussi pour ça que j'y vais avec prudence et que j'ai aussi beaucoup d'admiration et je me rends compte de la difficulté que c'est. Et surtout, je me rends compte à quel point dans le cinéma, il y a d'excellents acteurs et il y a aussi des moments
où en fait des choses passent en dehors même du travail et de la puissance de l'acteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Parfois, c'est des instants de grâce, certainement comme nous dans la danse, hein, bien sûr. Mais, donc voilà, je reste très humble. Mais quant au ouvert. fait. Mais ouvert. Ah oui, Ouais, complètement bien sûr. ouvert, bien sûr. Aurélie Dupont, qui était passée par ce studio, nous a parlé, elle, de l'importance de Bruce Lee comme figure inspirante. Est-ce que toi, tu as une figure pop qui te... J'allais dire, moi, Bruce Lee, je connais pas du tout. Non, tu n'es pas obligé d'avoir les mêmes, mais j'ai une figure hors le milieu de la danse qui aurait pu être une forme d'inspiration. C'est jamais évident, ce genre de questions. Moi, je suis très, très nul pour recoller les morceaux. Et après, je me dis, merde, il y avait un tel, une telle. Non, j'ai pas... Là, je peux pas... J'ai pas de réponse à donner là tout de suite, je suis désolé. On peut rester sur John Travolta. Hein, ouais, John Travolta, manière. Mais finalement, lui, j'ai vu Grease, je pense, quand j'étais assez jeune, mais je veux dire, j'ai surtout revu Saturday Night Fever, et enfin les films, et Pulp Fiction, et plus tard, et c'est là que je trouve que c'était un excellent danseur, non, là, je suis désolé, vous me prenez il y a aucun souci. au débeauté. Je suis tombée, en préparant cette émission, sur une archive, un reportage en 4 parties de France 3 Bourgogne-Franche-Comté qui t'était consacré, dans lequel on te voit, je crois que tu as 12 ans, et on te demande pourquoi tu danses. Et tu réponds qu'il y a une envie d'être différent des autres, que c'est pas la même activité que les autres et que c'est l'endroit où tu te sens bien. Ce qui est quand même très étonnant, à 12 ans, d'avoir des envies de singularité. Ouais, c'est vrai que je pense que... j'ai revu aussi cette interview, c'est marrant, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre, du coup. Quand c'est un enfant, quand on est enfant, c'est toujours bizarre de voir ça, on a forcément un peu de distance. Je sentais que... En fait, tout le monde me disait que ça faisait de moi quelqu'un de différent. Or, moi, je voyais pas faire forcément... le problème où on me disait c'est un truc de fille, et puis un peu plus tard c'est un truc de tapette, et moi je voyais pas, j'étais ah bah non, je suis un garçon, mais et pour autant ça me semblait naturel de faire de la danse, donc je voyais pas trop où était le problème. Bien sûr. Je pense que cette singularité, elle était là-dedans, elle était dans le fait que je comprenais pas en fait ce qui étonnait ou ce qui choquait les autres. Mais moi dans cette archive-là, je vois un gamin qui a l'air d'être très déterminé, en tout cas, qui a un truc de moi j'aime ça en fait, c'est à l'endroit où je suis alignée. Voilà, en tout cas, la détermination, elle venait juste du fait que moi j'adorais ça, et donc je voyais pas le problème. Et donc du coup c'est en ça que rien m'a vraiment décalé de cette passion, parce que je comprends tout à fait qu'il y ait des jeunes qui se sentent malmenés par les autres et qui du coup arrêtent, et c'est triste. Et moi je le combats, et on essaye tous de trouver les moyens que tout le monde se sente libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est vrai que moi c'est comme ça que j'ai pu continuer, c'est que je voyais, c'était tellement ce que j'étais, ce que j'avais envie de faire, qu'il y avait aucune raison que je puisse même extérieur, c'était plus aux autres de comprendre. De manière générale, moi j'ai envie de dire, et j'allais dire sans prosélytisme, si, avec énormément de prosélytisme, mettez les petits garçons à la danse. Vraiment, je pense que c'est très important. Bah oui, vraiment, c'est sûr, vraiment. Dernier titre. Exactement. Mais pas que pour casser, pour le plaisir. Ça fait du bien à tout le monde. Ça aide à se positionner, ça aide à avoir un rapport. Voilà. Et puis à trouver sa propre puissance et la forme qu'il en ressort singulière à soi. Absolument. Puisqu'il a été question plusieurs fois de John Travolta, l'un des titres qui était sur la BO de Pulp Fiction, on écoute Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Ah bah, bien. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Dusty Springfield sur Nova, Son of a Preacher Man, toujours en compagnie de Germain Louvet. Chanson qu'on peut écouter comme ça au quotidien, Dusty Springfield. Ah oui, bien sûr, ouais. Moi, j'écoute j'ai des playlists très mélangées, c'est un peu n'importe quoi, et en même temps, c'est moi, quoi. Eh ben génial, on va pouvoir les découvrir, parce que c'est le passage qui généralement terrorise les invités, je ne te le cache pas. Donc c'est forcément un même méga à l'aise non plus, mais oh là là, il y a 2 étapes. Il va y avoir ta playlist dans un instant, mais juste avant, il y a une rafale de questions sur la musique et ton histoire avec la musique. Okay. L'idée, c'est pas de réflexion, et moi, je n'ai pas le droit de te demander de justifier tes réponses. Okay. Je n'ai pas le droit de te juger. D'accord. De qui se moque-t-on ? Est-ce que tu es prêt ? Ça m'empêchera pas, moi, de me juger sur... Oui, mais moi non plus, tu sais. C'est vraiment un vœu pieux, mais c'est faux. Mais c'est pas un questionnaire de culture, c'est vraiment du ressenti. Allez, c'est parti. Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne ? Jacques Brel... Non, Supertramp, pardon. Donc un titre...
En fait, je connais pas très bien les titres. Breakfast in America, c'est un titre. Hein. Ouais. Allez. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence. Ce serait Madonna. J'étais fan quand j'étais petit. Et c'est Hang Up. Avec le sample de ABBA. C'est Ouais, le titre exact, où dans le clip, exact. elle fait du yoga. Enfin, du yoga. Ouais, ouais. C'est pas du yoga de Oui, la oui. danse et où elle se contorsionne Elle dans se des contorsionne positions qui en n'existent body, pas. Exactement. Tout à fait. Ta chanson de karaoké. Ma chanson de karaoké. J'ai envie de dire Barbara. Quand reviendras-tu? Très bien. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists. Eminem, Lose Yourself. Très bien. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse. Bon, bah là, du coup. Ah, ça, oui, il y en a. Là, ça m'intéresse. Ça serait peut-être. J'hésite entre deux Queens. Bon, je dirais Diamonds de Rihanna. Shine Bright Like a Diamond. Très bien. Et le titre qui t'en fait immédiatement sortir. Ah, j'en ai plein aussi, du coup, c'est dur de. Non, mais c'est pas sympa pour les titres. Ah là, c'est pas forcément de la méchanceté, ça peut être aussi parce que c'est une danse qui ne te va pas ou une pratique qui ne te. Ouais, okay. Moi, je suis pas très que le, tu vois, par exemple. Bon, bah, que le, je m'en vais. Bah, ok, alors ouais, la que le, je suis pas. Ou la chenille, ou tu vois. Ouais, ok. Le sens de la troupe, mais pas jusque-là. Voilà, peut-être pas jusque-là. Ta chanson de comédie musicale préférée? Je dirais que ce serait. Funny Girl. Par Barbara? Ouais, par Barbara. Barbara. Funny Girl, et donc c'est. C'est pas Don't Rain on My Parade? Voilà, Don't Rain on My Parade, bien sûr. Je l'écoute en allant à l'opéra quand je suis un peu revendicatif, quoi. Oui, je vois bien. Le titre que t'as le plus écouté ces derniers jours? Le titre que j'ai le plus écouté ces derniers jours, à part évidemment Onegin de Tchaïkovski. Évidemment. Évidemment. Qu'est-ce que j'ai écouté récemment? Brigitte Bardot. Une histoire de plage, parce que voilà, on est en plein hiver et ça me manque un peu. Bien besoin. Et la chanson dont t'as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête? C'est con, hein, mais l'hymne à l'amour après ce qui s'est passé cet été quand même. Ouais, ça reste durablement. Reste, mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, oui, ça va. Tu t'es acquitté admirablement de cette formalité, je dois dire. Vraiment. J'ai transpiré. Hein. Oh, on va passer à une autre. Mais avant de passer à l'autre formalité, c'est-à-dire ta playlist, je rappelle les multiples actualités. Quand je dis multiples, elles sont multiples. Onegin, c'est donc au Palais Garnier les 24, 26 et 28 février. Appartement, ce sera du 27 mars au 18 avril, toujours au Palais Garnier. Ensuite, tu danseras Sylvia de Manuel Legris. Le Gris, ouais. Manuel Le Gris. Pardon. Ah bah, ouais, si j'ai oublié, je vais le refaire. Tu danseras Sylvia de Manuel Le Gris. Ce sera au Palais Garnier, encore une fois, du 8 mai au 4 juin. Et comme c'est pas suffisant, La Belle au Bois dormant, ce sera en juillet. Mais Exactement. cette fois, ce sera à l'Opéra Bastille. Tout à fait. Et sinon, un repos, un moment, une petite pause Oui, quand je serai mort. Okay, non, donc, cet été. Travaille le plus longtemps possible, s'il te plaît. Oui. Merci mille fois d'être merci venu beaucoup à nous toi. voir sur Nova. C'est un plaisir d'être là. Merci. À très bientôt. Les occasions de te voir danser seront multiples cette année. Et avec plaisir, vous êtes tous les bienvenus, tous et toutes les bienvenus à l'Opéra. Eh ben, on sera là. Il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.